Bienvenue à cette conf, donc accroche-toi à ton Scrum, j'ajoute l'échelle, merci de nous rejoindre là, on est sur la fin d'Agilion, très content d'être à Agilion, vous avez vu plein de confs, c'est bien, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Il y a un grand show, son et lumière là juste après, ça va être un peu plus sérieux ce qu'on va vous proposer. C'est parti, je crois qu'on va se présenter rapidement. Je peux commencer. Donc, je suis Samuel Chapal, je suis Scrum Master chez SKR. Et comme vous verrez aujourd'hui, j'ai eu tout un parcours dans l'agilité, donc je vous raconterai quelques petits morceaux. Et je suis avec Guillaume. Et moi, je suis Guillaume Boulot, je suis Scrum Master chez SKR depuis 12 ans, dans l'informatique depuis 30 ans. Voilà, il y a 12 ans, j'ai eu la chance de vivre une transition agile et puis après d'accompagner la mise à l'échelle, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et effectivement, pour vous situer, moi je suis chez SKR depuis un peu moins de 2 ans, donc on a eu des parcours différents, mais maintenant on a le même vécu. Ah oui, on va remercier évidemment les sponsors de la conférence. Alors je vous dis, il y en a que je remercie plus que d'autres. Par exemple, il y a des roses par là que j'aime bien parce que je travaillais avec eux il y a pas longtemps. Il y en a un autre qui est rouge par là, Guillaume. Super, oui, ce sponsor. Il me parle bien, celui-là. Oh, ils sont tous cool. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui ? On va vous faire une petite intro sur depuis où on parle, hein, qu'est-ce que c'est notre contexte aujourd'hui, dans notre contexte à l'échelle. Et on commencera un peu par nos histoires de bascule vers ce qu'on appelait bascule vers l'agilité, c'est-à-dire comment on est venu à l'agilité, est-ce que ça a changé pour nous. Et puis ensuite, on parlera de la partie la plus importante, c'est-à-dire les enjeux de passage à l'échelle et qu'est-ce qu'on fait quand l'adoption de l'agilité s'étend dans l'ensemble de l'organisation. Et puis on verra que évidemment, c'est une histoire qui s'arrête jamais, donc il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. On va faire un petit check pour commencer, juste pour voir un peu à qui on parle dans l'assemblée là pour les personnes où il y a jusqu'à 10 personnes qui travaillent en mode agile dans vos organisations. Qui est dans ce cas-là 10 personnes ou plus. Levez la main, s'il vous plaît. OK. Alors, gardez la main levée. Ça va être extrêmement physique, ce démarrage de conf. OK. Si vous gardez le bras levé, si vous avez plus de 50 personnes qui travaillent en mode agile dans votre organisation, OK, on commence à voir que 50, c'est pas pareil que 2-3 équipes Scrum. Gardez le bras levé si vous avez plus de 100 personnes qui travaillent en mode agile, toujours dans votre organisation. Il y a des hésitations. Si on met la barre à 200... Ouais, c'est pas grave s'il y a des doutes. Si on met la barre à 500, il y a encore des bras levés. OK. Bon, donc vous venez à la bonne conf parce qu'on va parler d'appliquer l'agilité à une grande échelle. On voit que c'est un vrai enjeu chez vous. Ça l'est dans notre contexte ou dans plusieurs contextes qu'on a croisés. Allez, c'est parti. Dis-nous un peu d'où on parle chez SKR. Donc SKR, c'est un éditeur de logiciels qui a donc passé à l'agilité il y a 12 ans. Voici quelques chiffres où on est aujourd'hui en 2024. Plus de 1000 personnes dans le monde. On est 200 dans la partie développement à l'R&D. On a un chiffre d'affaires en croissance depuis 15 ans. Et on pense effectivement que l'agilité est le moyen qui nous a gardés compétitifs pendant tout ce temps-là. C'est vrai qu'il y a une info qu'on n'avait pas dit, mais en France, on est basé à Lyon. Donc on est à la maison. On a fêté il y a 2 mois notre sprint 300. Donc on n'a pas eu de sprint annulé. C'est des sprints de 15 jours. Ça fait 11 ans et demi parce que les 6 premiers mois, on a juste fait des tests et au bout de 6 mois, on est repassé à sprint 1. Et depuis, ça dure. Donc 12 ans de Scrum cumulés, on est arrivé à 300 sprints. Ça, c'est les valeurs d'SKR que vous voyez quand vous venez dans nos bureaux. On a travaillé avec les collaborateurs. Ça a été défini de façon collaborative avec, bottom-up, je veux dire, toutes les équipes. Ce qu'on aime bien dans ces valeurs, c'est qu'elles sont assez proches et compatibles avec les valeurs du manifeste agile et de l'agilité. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'agilité nous profite aussi bien. On essaie de les faire vivre dans l'entreprise. Oui, je disais, donc on peut faire des parallèles entre chacune de ces valeurs et des choses qu'on veut promouvoir dans l'agilité. Faut avouer que celle qui est mise en avant le plus dans le côté vraiment ADN agile, en particulier chez SKR, on va dire, c'est
celle que vous retrouvez au centre, oser, innover, initier et itérer. On est allé jusqu'à mettre le principe d'itération dans les valeurs de l'entreprise. Sachant qu'on parle ici des valeurs de l'ensemble de l'entreprise, et évidemment pas que de la R&D, même si nous on fait partie de la R&D, donc on vous fera surtout un partage là-dessus. Ok. Alors, avant qu'on en arrive à pratiquer de l'agilité avec un grand nombre d'équipes en interaction, on a commencé petit, évidemment. Et on va vous raconter un peu comment ça a commencé pour chacun de nous. Alors, je peux vous partager pour ma personne, en fait. À l'époque, j'avais essentiellement des rôles de chef de projet, rappelez-vous. Ça existait. Et j'étais sur un projet assez, vraiment qui m'avait passionné avec un client. On avait travaillé ensemble depuis 1 an et demi. Il y avait eu des hauts, des bas, c'était pas simple. Et c'était dans un contexte aussi, peut-être que certains d'entre vous connaissent, assez particulier contractuellement, de marché public où on est très contraint et où en même temps, on peut avoir envie de mettre de la collaboration et de la fluidité. Et en même temps, les conditions contractuelles du projet sont pas évidentes. Bon. Quand on est arrivé à passer en phase de TMA, j'ai eu la chance qu'il y ait des personnes de l'IT de mon client, donc c'est venu du client, waouh, qui nous ont dit, écoutez, si on essayait de travailler un peu différemment, peut-être qu'il y a moyen de mieux faire, de mettre un peu plus de collaboration. Je vous la fais courte. Globalement, moi, je me suis dit, mieux faire, oui, on doit en être capable. Je pense que ça doit pas être très, très dur. Donc, on va essayer. Et on a transformé cette équipe qui avait travaillé dans un mode très cycle en V, cahier des charges, très contraint, de la confiance et en même temps qui n'excluait pas mal de contrôle, hein, on va pas se le cacher. Et on a transformé notre mode de fonctionnement commun pour passer à Scrum dans ce même groupe. Donc en fait, c'est cette même équipe qui a vécu ce changement d'organisation. Et clairement, sur ce projet-là, ça a été une vraie réussite. La manière dont on a travaillé, une fois qu'on est passé dans ce mode, n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait fait, y compris les douleurs partagées qu'on avait eues, que ce soit pour le client ou pour nous en tant que prestataire. Et ce que je peux dire, c'est que ça a vraiment créé une ambiance de travail en confiance, où on élaborait les solutions ensemble et on cherchait tout le temps à s'adapter, à trouver un bon équilibre entre les attentes du client et ce qu'on construisait concrètement. Tout ça, ça doit relativement vous parler, puisque vous étiez très nombreux à lever les mains pour dire que vous travaillez en équipe agile. Et tout ça, malgré le fait qu'on était toujours dans un marché public et avec des contraintes entre un client et un prestataire. Une grande réussite aussi de cette transformation-là, c'est qu'on était une vraie équipe mixte, et donc en particulier, tout en étant sur des sites différents, notre product owner, c'était quelqu'un qui était du client, l'équipe de développement était du prestataire, et on fonctionnait tous les jours avec nos rendez-vous très réguliers, où tout le monde était impliqué, où quelque part cette barrière entre clients et sous-traitants avait pas mal explosé, quoi. Donc ça avait créé une collaboration qu'on n'avait pas eue jusque-là. Et moi, personnellement, donc dans ce contexte-là, c'est le moment où j'ai pris le rôle de Scrum Master parce que c'est celui qui me semblait me correspondre le plus. Ça a été un vrai changement et bascule dans ma carrière, et la preuve, je suis là aujourd'hui. Et clairement, mon diagnostic, c'était « Ok, maintenant que j'ai vécu ça, je veux plus revenir en arrière. Ce que je veux continuer à vivre, c'est quelque chose qui ressemble à ça. » Et tout ça, j'ai eu la chance de le raconter un peu dans Rupture Douce, l'édition 4. Rupture Douce, c'est des partages d'expériences d'agilistes. J'avais raconté ça dans un article qui s'appelle « Le contrat agile ». Et pendant ce temps, chez Esker, il se passait aussi plein de trucs. On parle à peu près des mêmes années. Là, on est autour de 2012-2013. Alors l'article dont la photo est affichée là date de 2016. En 2012, Esker, on travaillait en cycle en V, et on avait une équipe de QA qui galérait un peu. Elle était de longs mois à valider la version du produit, et on arrivait à réaliser qu'une fois par an, ce qui était assez problématique. Et notre R&D devait travailler à la fois sur la future version du produit, la version N-1 avec le QA, et la version en production pour faire la maintenance par rapport au retour des clients. Donc c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, on a regardé un peu autour ce qu'ils faisaient, et l'idée est venue de dire si on essayait de passer à Scrum. Apparemment, ça a bien réussi à Salesforce, qui était une société dans le SaaS. Nous aussi, on venait de démarrer dans le SaaS, et ça paraissait pas mal. Donc,
En 2012, on a testé pendant 2 mois et on est passé dans un modèle de transition classique d'équipes composant à des équipes multi-compétences organisées autour de backlog produits. On en a profité pour changer aussi le management, avoir une hiérarchie flat. Et on est arrivé à 6 équipes pour travailler sur notre produit, donc qui était en mode SaaS, des sprints de 15 jours. 3 équipes sur le produit, enfin 3 équipes produits assez indépendantes sur 3 produits qu'on vendait à nos clients, 2 équipes framework qui travaillaient sur le back-end et une équipe ops qui gérait les machines et l'environnement réseau. La particularité, c'était que le QA a été intégré dans les équipes, bien sûr, donc on arrivait à faire des tests beaucoup plus rapidement. On a aussi commencé à automatiser énormément de tests, alors qu'avant, les tests étaient des phases de tests manuelles qui étaient très longues. Comme dans toute transition, on a eu aussi des départs, des gens à qui l'agilité ne convenait pas forcément. Entre autres, pas mal de QA, quelques devs. Voilà. Et les équipes, à l'époque, faisaient 6 à 7 personnes, avec un PO et un Scrum Master par équipe. Et donc la raison pour laquelle là on voulait commencer par cette première étape là vraiment de bascule vers l'agilité, c'est qu'on pense que ça aussi c'est quelque chose qui a été vécu en fait par plein d'agilistes et par plein d'équipes, des réussites au niveau équipe vraiment notables. Vous voyez, on parle de changer les releases, passer de tous les ans à toutes les 2 semaines, c'était des choses qui pouvaient paraître impossibles à l'époque ou très très difficiles à faire. De la collaboration malgré les barrières contractuelles, toutes ces choses-là. Et donc, des vraies réussites vécues au niveau équipe. Et la question devient ensuite derrière, mais comment je fais pour reproduire tout ça pourquoi pas vers plusieurs équipes, ce qui était déjà, qui commençait déjà à être le cas chez Esker à l'époque, mais aussi continuer de grandir et accompagner la croissance, tout en gardant en fait cet esprit agile qui a été créé à cette époque-là. Et je pense que c'est une problématique qui se pose dans plein d'organisations. Je suis pas trop sûr qu'on ait trouvé des réponses toujours complètement satisfaisantes. On va en parler ensuite. C'est un vrai challenge et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Et donc, on va parler d'histoire de passage à l'échelle. Comment on fait quand maintenant, pour faire mon produit, enfin mon projet, j'ai besoin en fait d'embarquer plus d'équipes, contribuer sur un même produit et faire en sorte que cette grande autonomie, liberté qu'on a au niveau de l'équipe, ben on la perde pas. Alors moi, donc je vous racontais mon premier projet Scrum 2012, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai continué mon parcours et il y a un moment, j'ai fait différentes choses, mais il y a un moment, je suis redevenu consultant et je suis intervenu sur une mission où on m'a demandé d'intervenir sur un projet assez ambitieux et intéressant, donc j'étais partant. Et on m'a dit, regarde, on va le faire comme ça. Alors, ça c'est le diagramme de SAFe. C'est la version condensée, je vous rassure. C'est pas la version intégrale. Rassurez-vous aussi, il y a le copyright, donc on est safe, comme dirait le framework. Et vraiment, donc j'étais sur un projet, donc là, pour le coup, j'étais embarqué en tant que Scrum Master et RTE sur ce projet-là. Je vous rassure aussi, j'ai passé ma certification, donc j'étais complètement opérationnel, puisque j'étais certifié. Mes collègues m'appelaient Monsieur 98% parce que ça avait été mon score à la certif, donc vous voyez, j'étais expert, sûr. Et donc, il y avait ce challenge de dire, OK, on a ce projet à mener. On avait à peu près, alors ça a fluctué dans le projet, mais pour donner un ordre de grandeur, on avait à peu près 7 équipes impliquées, une quarantaine de personnes. C'était des échelles de coordination, moi, que j'avais encore jamais accompagné. Donc, il y avait un vrai gros challenge. Et pour vous dire dans les grandes lignes, ce qui caractérise ce projet, donc c'était un projet ambitieux pour amener une fonctionnalité dans un domaine bancaire qui était vraiment nécessaire, attendu. Donc il y avait aussi forcément une contrainte de délai. Le but c'était d'aller le plus vite possible, mais pour le faire, il fallait embarquer plein d'équipes. Et alors pourquoi il fallait embarquer plein d'équipes, entre autres? C'est parce que c'était une organisation assez complexe, plein de niveaux de hiérarchie, du management, différents sites, etc. Et donc,
ce qu'il faut voir, c'est que les équipes embarquées dans notre train de release safe pour livrer notre projet, elles avaient des niveaux de maturité très variables sur l'agilité, c'est-à-dire qu'il y avait clairement il y avait quelques équipes qui avaient pratiqué un peu de Scrum, dont essentiellement la mienne, et surtout des équipes qui essayaient de se transformer vers Scrum en même temps qu'elles étaient embarquées dans ce projet ambitieux à l'échelle. Donc, c'est-à-dire que globalement, elles passaient du cycle en V à Scrum en même temps qu'elles passaient à Safe. Et ça, je pense, c'était une donnée très importante de la question. Donc, en fait, la transformation que moi j'avais vécue 10 ans avant, eux, ils la découvraient là. Que dire d'autre que l'autre chose qui faisait qu'on avait besoin d'embarquer toutes ces équipes, c'est qu'on avait des équipes relativement spécialisées dans leur domaine du système d'information. Donc clairement, on avait des équipes front-end, ça c'était la mienne, qui devaient se coordonner avec plusieurs équipes back-end dans plusieurs systèmes d'information pour que tout l'ensemble fonctionne et que pour l'utilisateur, ça paraisse transparent et seamless. Dans ce cadre-là, à quoi nous servait Safe? Ça permettait de créer une cohésion de l'ensemble de ce groupe, de dire voilà, on est embarqué dans un train de release ensemble, on a un produit commun ou en tout cas une solution qu'on veut servir à nos clients, ça faisait une coordination et une vision partagée, des rendez-vous réguliers, et globalement, on utilisait Safe pour se donner des objectifs à moyen terme, on faisait des PA planning chaque trimestre, donc on se donnait des objectifs de trimestre, et dans ces plannings, eh bien, on se coordonnait sur toutes les dépendances qu'il pouvait y avoir, parce que vous voyez que par nature, en fait, si notre front il veut appeler le back, il faut qu'à un moment donné, on ait une livraison de ces choses-là. Tu as une question? Peut-être on fera les questions à la fin, non? Vous avez gardé les équipes, excuse-moi, c'est vraiment... Ouais. Les équipes front et toutes les autres. Ouais, merci pour cette transition. Et on pourra y revenir à la fin si tu veux. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que de mon point de vue et du point de vue de l'organisation, je pense que ce projet c'était vraiment vécu comme plutôt une réussite. C'est-à-dire qu'il est allé au bout, il y a eu de la production continue, il y a eu pas mal de coordination et on a réussi à avancer comme probablement cette organisation avait peu l'habitude de le faire, ou alors ça se faisait dans d'autres projets, mais on voyait bien qu'il y avait un vrai challenge à le faire et les résultats ont été là à la fin. Ceci dit, si je fais moi mon bilan au final, je vous avoue que par rapport aux expériences que j'avais auparavant, j'ai vu aussi des limites à cette expérience-là et à la fois j'ai eu du plaisir à faire ce projet avec des gens intéressants et en même temps il y avait tellement de choses que j'aurais voulu faire différemment. Principalement, ce que je peux dire, j'avais un souci dans l'application lié au timing. Moi qui avais l'habitude d'équipes très rapides, véloce, dont le but c'est à chaque sprint de livrer quelque chose, de vraiment avancer de l'avant, revenir à des coordinations, on se redonne des objectifs à 3 mois, ça change complètement la manière dont on voit les échéances. Le sens de l'urgence est beaucoup moins là, on va se rendre compte, on retombe un peu dans une forme de cycle en V où on se rend compte qu'à la fin de notre trimestre, là, y a un gros risque de pas tenir nos échéances. Et en fait, ma plus grande réussite sur ce projet-là, c'était moi en tant que Scrum Master sur mon équipe. Quand on a commencé, je leur ai dit, en tout cas, il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'à chaque sprint, on mettra en prod ce qu'on fait, quoi. C'est des sprints de 3 semaines. Quand j'ai annoncé ça, la réaction unanime a été « t'es sympa, mais en fait, ça marchera jamais. Enfin, c'est cool ton histoire, mais c'est pas possible, en fait. » Et en fait, comme c'était impossible, on l'a fait. Et donc, on est vraiment rentré dans ce mode où tous les sprints, la partie web, dans son côté, était capable de mettre en prod toutes les 3 semaines. C'était nettement moins le cas pour nos collègues qui avaient d'autres contraintes, qui faisaient qu'on revenait plutôt à des échéances trimestrielles. Et ça, forcément, en tant qu'agiliste, ça me blessait un peu parce que je me disais, mais on pourrait être tellement plus efficace. L'autre frustration que je pouvais avoir, c'était que, un peu comme je pense l'impliquait ta question, en fait, dans cette organisation à l'échelle, on se posait pas les bonnes questions, et en particulier les bonnes questions sur les dépendances. C'est-à-dire que on démarrait, on disait voilà nos équipes, donc ces équipes ont des dépendances, maintenant organisez-vous à l'échelle pour vous coordonner et gérer vos dépendances. Donc Safe, c'était notre système de gestion de nos dépendances. En fait, les meilleures réussites qu'on a eues, c'est chaque fois qu'on a pu péter des dépendances, c'est dire non, ramenons les compétences dans une même équipe, et vous voyez, on va avancer plus vite. Ça, on a pu le faire des fois, et puis des fois on n'a pas pu, et c'était des pures raisons organisationnelles, politiques, d'habitude de l'organisation.
Donc je suis assez persuadé que sur ce cas de figure-là, en fait, le fait d'avoir un super système vachement bien coordonné pour gérer des dépendances, bah, c'est un très bon moyen de pas nous poser les bonnes questions de comment aller plus vite. Et en fait, c'était un peu une béquille à notre organisation. Et que probablement, en ramenant les compétences d'une façon agile dans une petite équipe pluridisciplinaire qui sache traiter tous les problèmes, on sera allé nettement plus vite. Ça, c'est ma conviction. Quand j'ai eu fini ce projet, quand même, je suis quand même plutôt éclaté, même si c'était mon projet confinement, donc c'était pas facile. J'ai fait un peu un tour de où est-ce que j'en étais. J'ai cherché ma mission suivante et je me suis rendu compte que ma mission suivante, elle allait beaucoup ressembler à ce que je venais de vivre pendant 2 ans. C'est-à-dire que Safe avait bouffé le marché et que c'était beaucoup ce qu'on me proposait, d'autant plus que j'étais devenu RTE expert. Je rappelle que j'étais monsieur 98%. Donc j'ai fait ce bilan-là, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais devant moi, et là j'ai vu une lumière. Il y a un peu Esker qui m'a tendu la main, et je me suis dit en fait, vous savez quoi, j'ai pas envie de continuer, j'ai envie d'essayer autre chose. Et voilà, depuis 1 an et demi, j'ai rejoint Esker. Et du coup, chez Esker, ça se passe un peu différemment, Guillaume. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc en 2012, on avait 6 équipes, mais on a continué à travailler. Donc 6 équipes sur des produits différents, mais une même plateforme qui est livrée en SaaS dans le cloud tous les 15 jours. Et jusqu'en 2023, où les équipes de développement ont fait x3. Donc, les problèmes de Scrum, au début, 6 équipes, on arrive à synchroniser, c'est pas la même chose quand on est à la fin, 25 équipes, 8 produits, enfin, comment on synchronise tout ça. Et en plus, l'agilité, bien sûr, s'est aussi propagée un petit peu dans les autres services. C'est un système qui fonctionnait bien, finalement. Donc, le support, les RH, les consultants sont aussi passés à l'agilité. Et une des problématiques qu'on avait également, c'était que avec la croissance, il fallait aussi embarquer tous les gens qui arrivaient. Donc, comment est-ce qu'on embarque et qu'on explique l'agilité à des gens qui arrivent, peut-être d'autres organisations plus classiques et qui découvrent notre manière de fonctionner, qui peuvent avoir un petit peu de mal avec ça. Merci. Donc, les moyens de se synchroniser au début, principalement à 6 équipes, c'était du Scrum de Scrum classique, ça se faisait bien. Avec les embauches continues et la croissance, c'était un peu plus compliqué de faire des Scrum, ça se scalait pas trop. Et puis quand on regardait, on était en 2012, l'agilité scale-t-elle? La réponse était non. À part Ceph, peut-être, mais c'était pas dans notre radar parce qu'il fallait être 55 ou 60, je sais plus, avant de commencer du Ceph, mais en tout cas, nous, on était plus petits au tout début. Et donc, on va chercher quand même des solutions. Donc, l'équipe support a testé du Nexus en méthode d'amélioration continue avec une instance transverse qui fait des rétrospectives avec toutes les équipes, voilà, pour essayer de s'améliorer en groupe. Et puis aussi, on a pioché pas mal de choses chez Scaling and Agile Development. Donc, c'est le livre de Greg Larman et Baz Urde qui ont travaillé sur la façon de mettre Scrum à l'échelle depuis... le bouquin date de, je ne sais plus quand, 2000, début 2005. C'est devenu peu après la méthode LESS. Mais bon, à l'époque, on piochait des méthodes. C'était un catalogue de choses à essayer, beaucoup d'expérimentation. C'est vraiment basé sur du lean, garder des choses simples et expérimenter énormément de choses. Donc dans ce livre, on a expérimenté... que ce soit en termes de management, de collaboration, d'organisation d'équipe, de rémunération. Enfin, le livre propose plein de choses. Et on a commencé à suivre ces préceptes et à les tester. En parallèle, on allait dans des conférences, en France principalement, pour essayer de trouver justement des inspirations, des idées sur comment faire du Scrum, puisque c'est ce qu'on faisait, mais à l'échelle, garder un peu de la souplesse sans forcément mettre des strates de management, enfin, ce qu'a proposé un peu Ceph. Donc on voulait rester vraiment très agile. Et on était allé Scrum Day, etc. Mais à chaque fois qu'on voyait des présentations, des Rex sur des transformations agiles ou des problématiques de fonctionnement multi-équipe, c'était des entreprises qui étaient plus petites que nous, avec moins d'équipes et qui n'avaient pas vraiment les mêmes problématiques. Donc on ne s'y retrouvait pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va peut-être aller voir à l'extérieur de la France des conférences en Europe déjà. Et en 2017, dans notre radar, on a vu qu'il y avait une conférence à Londres qui s'appelait justement Scrum à grande échelle.
Large Scale Scrum, donc on a envoyé des Scrum Masters là-bas. Et ils en sont revenus avec un peu des étoiles dans les yeux en disant, bah voilà, en fait, il y a 2-3 choses à mettre en place. On peut garder du Scrum, mais on peut mettre jusqu'à 8 équipes sur un produit. Et puis après, il y a même une méthode pour scaler encore plus gros. Et donc, c'était ce qui maintenant s'appelle le frameworkless. Donc, le frameworkless, on reste dans une équipe Scrum classique, 6 personnes, plus ou moins 2. Un Scrum Master qui peut être jusqu'à 3 équipes, qui peut servir jusqu'à 3 équipes. Un PO qui peut avoir jusqu'à 8 équipes. Et simplement, pour que ça fonctionne, on a besoin d'un sprint un petit peu plus étoffé en 2 parties, avec une partie 1 où toute l'équipe est présente avec le PO, plus pour voir un peu la philosophie du sprint, qu'est-ce qu'on veut sortir en termes de sprint goal, et se répartir les stories. Et après, dans la partie 2, c'est un sprint planning classique où les équipes font du découpage. À la fin du sprint, on va retrouver la revue. La revue, elle est commune à toutes les équipes. On présente vraiment le produit qui a fait l'ensemble du groupe. Ensuite, on a les rétrospectives qui, elles, se font par petites équipes, classiques, avec leur Scrum Master. Et on rajoute une rétrospective overall, une rétrospective commune sur tout le groupe, pour justement discuter des problèmes de collaboration inter-équipe et aussi de tout ce qui peut concerner le produit et le PO. Et l'autre chose qui est importante aussi, il y a un fort accent sur le Product Backlog Refinement dans l'S, qui est quelque chose qu'on va être obligé de faire vraiment multi-équipe. Donc d'aller chercher dans cette réunion tout ce qui est dépendance, qu'elle soit technique ou fonctionnelle, avec d'autres équipes ou des manques d'expertise ou des choses comme ça, pour identifier les besoins bien en amont. Et donc on a besoin de le faire, enfin en tout cas nous on le fait beaucoup plus qu'on le faisait en mode Scrum classique. Et ça ressemble quand même vachement à du Scrum, ce schéma. Donc ça reste du Scrum, effectivement. Donc on est passé de nos 6 équipes, on a grossi, donc chaque petit groupe est devenu en fait un ensemble de sous-équipes qui travaillent un peu en laisse, avec un PO, un backlog, et donc ils ont leur sprint en parallèle. Donc ça c'était du scaling, on va dire. Les équipes grossissent et se sous-divisent en sous-équipes, mais continuent à travailler sur le même produit. On a du scale-out aussi, bien sûr, parce que notre portefeuille de produits il a augmenté. Donc, on a créé des nouveaux produits, on a mis des nouveaux PO et équipes dessus. Donc, on a maintenant 6 gros produits. Et puis, niveau framework, on a grossi aussi. On a rajouté une équipe spécifique pour gérer tous les environnements cloud. Et donc, toutes ces équipes sont en laisse. Et dans chaque groupe, vous allez avoir entre 2, 3, parfois jusqu'à 4 sous-équipes. 2024, maintenant 5. Ça commence à être gros. C'est ça, on a un mammouth ici. Ouais. Ce qui explique que, juste un aparté, qu'en 2023, voilà, on avait besoin de plus de Scrum Master, donc c'est là qu'on a réouvert des postes et Samuel nous a rejoints. Alors, les principes de l'ES sont listés là. Ça, c'est un peu les points d'attention que le framework met en avant. Bon, nous, on considère que c'est une grosse boîte à outils, LESS. On prend un peu ce qui nous intéresse à un moment donné. En tout cas, quand on a une problématique, on va piocher dedans. Ce qu'on a aimé, c'est qu'il y a un focus sur la théorie systémique. Donc, on examine vraiment, quand on a un problème, les impacts sur toute l'entreprise ou les différentes équipes pour éviter d'avoir des optimisations locales qui pourraient nuire à d'autres endroits. Donc, on a aussi tout ce qui est vraiment centré sur le client. Donc le client reste au centre de tous les besoins. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui drive nos objectifs et nos développements. Et donc on a une forte relation entre les équipes de développement et les équipes support qui représentent aussi le client pour nous. Le focus sur le produit global, enfin la transparence. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, ça reste du Scrum. On est resté avec 3 rôles, développeur, Scrum Master, PO. On a un directeur d'R&D. Et le management, chez nous, il est flat, c'est-à-dire qu'il est croisé. C'est-à-dire que les PO, les seniors Scrum Master, les seniors Dev peuvent être managers et vont manager des gens dans d'autres équipes, plus dans un rôle de coaching et d'accompagnement à la formation et à la carrière dans l'entreprise, que pour leur dire quoi faire dans leur équipe. Ça, c'est plutôt les équipes qui sont vraiment auto-organisées et qui décident ensemble comment elles fonctionnent. Bien sûr, ça nécessite aussi d'avoir des instances où
différents produits, différentes équipes vont pouvoir se retrouver, principalement pour tout ce qui est discussion technique. Donc on a fait aussi des open forums régulièrement. Et plus récemment, pour résoudre différents challenges, on s'appuie beaucoup sur les comités de pratique pour avoir des instances transverses sur des sujets donnés. Ben voilà, puis Voilà. moi, ce que je peux vous partager, c'est aussi ce que j'ai retrouvé en fait avec cette organisation. Je vous disais, ben, je rejoins Esker et mon but, c'est peut-être de revenir un peu à l'origine des expériences agiles que j'avais eues précédemment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont agréablement surpris en fait dans cette organisation-là. Clairement, le point de base, c'est de revenir vraiment. On a beau être une R&D à l'échelle de 200 personnes, ben, la cadence du sprint est toujours respectée. En fait, il y a vraiment un produit multisolution qui sort tous les 15 jours, ce qui, à cette échelle-là de features et de développement, est quand même assez remarquable. Et donc, finalement, on vit au rythme du sprint, bien que l'organisation ait beaucoup grandi et qu'il faille aussi coordonner tout ça. Par ailleurs, clairement, ce que j'ai trouvé très intéressant, même qui était au-delà de ce que j'avais pu vivre précédemment, c'est le niveau d'autonomie qu'il y a dans les équipes. Donc c'est le niveau d'autonomie au niveau des décisions qui peuvent être prises dans l'équipe, sur le backlog, sur les orientations techniques, sur les choix qui sont faits. C'est vraiment, ça appartient à l'équipe et il y a assez peu d'interventionnisme sur ces choix. Et puis par ailleurs, c'est l'autonomie dans la gestion de l'équipe. Vous savez que dans le guide Scrum, on est allé de plus en plus de l'auto-organisation à l'auto-gestion des équipes. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a là-dessus, c'est que typiquement les équipes sont responsables de leur recrutement et choisissent qui elles recrutent et font tout le process de façon très autonome. Je pense qu'un exemple que je peux donner, c'est que c'est assez fréquent que une personne soit recrutée dans mon équipe sans jamais qu'elle ait croisé nécessairement le manager lors des interviews. C'est l'équipe qui met le tampon. Ce qu'il faut retenir, voilà ce que je peux partager par rapport à ça et aux différences que j'ai vues. oui. Ce qu'on retient, nous, surtout, c'est que l'autonomie des équipes, c'est ça qui est important. Et on va constamment travailler à réduire les adhérences entre les équipes, donc tous les endroits où elles peuvent se mettre en attente les unes des autres ou des choses comme ça. Donc l'ES va proposer des systèmes de voyageurs. Nos experts vont voyager d'équipe en équipe pour apporter leurs compétences, pour que les équipes ne soient pas bloquées par une expertise particulière. Il y a des choses aussi qu'on a retrouvées dans Team Topologies qu'on peut reprendre ici, mais que l'ES propose déjà. Il y a les comités de pratique. On va y revenir. On va y revenir après, ouais. Je te laisse. Voilà pour ces partages sur nos vécus à l'échelle. Et en même temps, en fait, on sait que tout ça, c'est un chemin, je veux dire, c'est un chemin qui se termine jamais, je vais y revenir. Tout d'abord, on a beau trouver beaucoup d'inspiration et de fonctionnement utile pour nous dans l'ES, c'est pas non plus, on n'estime pas non plus que c'est la solution miraculeuse à absolument tous nos problèmes d'organisation, évidemment. Il y a une chose qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que c'est vrai que l'ES, ça nous permet de créer des ensembles d'équipes Scrum super autonomes, super efficaces, qui se coordonnent entre elles. Donc typiquement, ça va être 3 équipes Scrum qui travaillent sur un même backlog et qui vivent ensemble. Ça crée beaucoup d'efficacité à ce niveau-là. Ça crée aussi un autre effet qui est que notre super équipe agile très efficace, c'est un peu un nouveau silo. Parce que en fait, elle est très efficace pour fonctionner en interne et c'est un peu plus difficile d'arriver à communiquer avec elle parce qu'elle est tellement focus sur son backlog qu'elle s'occupe peu des backlogs des collègues à côté. Donc c'est vrai que l'agilité, ça supprime pas tous les silos en fait. Ça les crée de façon différente et de façon plus efficace pour le résultat global de l'organisation. Par rapport à ça, clairement, la meilleure solution ou la solution qu'on trouve la plus adaptée pour l'instant qu'on met en place, c'est tout ce qui est communauté de pratique, c'est-à-dire réunir des membres de différentes équipes autour de sujets communs qui sont importants pour eux et sur lesquels on a un gain à chercher des décisions communes et des pratiques communes au niveau global de l'organisation et pas d'une seule équipe. L'autre point, c'est qu'il y a une valeur qui est très importante pour l'ES, c'est les équipes stables. Ça, vous avez dû régulièrement entendre l'importance de la stabilité d'une équipe. Une équipe Scrum, c'est une équipe qui prend
qui gagne son efficacité, entre autres, parce que en prenant des habitudes de travail ensemble, on crée un rythme d'efficacité qui fait que on est meilleur et on a besoin de cette stabilité-là. Et puis quand on amène des perturbations, en général, on voit une baisse d'efficacité. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas très agile ce principe-là. Garder des équipes stables dans le temps et très peu de mouvement, c'est l'inverse de l'adaptation, hein. Le risque, c'est qu'on se retrouve à organiser tous les travaux que l'on veut faire par rapport aux équipes qui existent, plutôt que d'essayer d'organiser nos équipes par rapport aux vraies missions et urgences de l'entreprise. Et encore une fois, nos attentes, enfin les besoins de nos clients, ils changent. Les urgences du moment sont pas toujours les mêmes. Et on a toujours de la valeur à aller chercher un peu à adapter notre organisation par rapport à nos objectifs du moment. Donc, de la stabilité, oui, mais pas à l'infini, pas au point de se fossiliser sur place. Donc, c'est des choses qu'on cherche à amener, plus de mobilité inter-équipe par différents moyens, en particulier, comme disait Guillaume, en ayant des personnes de différentes équipes qui vont contribuer dans d'autres et qui peuvent être des tremplins pour rejoindre une autre équipe. Et puis en s'intéressant aux approches plus de dynamic teaming, ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment recomposer les équipes avec plus de facilité. Pour l'instant, on a un rythme relativement, voilà, si recomposition il y a, elle est plutôt tous les 1-2 ans, pas plus. Et puis le dernier point, c'est que donc le composant de base dans l'ES, c'est une équipe, Scrum, super efficace, une feature team, donc une équipe qui regroupe toutes les composantes et donc toutes les compétences nécessaires pour avancer sur son produit. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que au niveau de notre organisation, dire qu'on a un ensemble de feature teams, ça suffit pas à modéliser tout ce qu'on fait. On a en particulier des équipes qui vont être au service d'autres équipes et donc qui sont pas forcément directement au service du client final, mais qui sont plutôt là pour faciliter l'efficacité des autres équipes. Donc ça, c'est typiquement des équipes plateformes. Donc c'est que ce modèle uniquement en feature team, il nous suffit pas à modéliser la vraie réalité de l'organisation de notre entreprise. Et là-dessus, on s'intéresse à des modèles comme Team Topologies, qui est aussi décliné dans Unfix, dont on peut prendre des composantes qui nous permettent de représenter une réalité plus proche de ce qu'on fait réellement, quoi. Donc encore une fois, comme je disais, l'ES, c'est pas la solution à tout, et on cherche aussi à trouver ce qui nous permet de continuer à avancer. Et c'est un peu ça, avec ça qu'on veut vous laisser, c'est que ce qu'on voulait vous partager dans cette conférence, c'était nos retours d'expérience par rapport à nos vécus, de ce qu'on a pu traverser dans ces enjeux de dynamique à l'échelle. Et évidemment, le but de cette conférence, c'est pas, enfin je dis évidemment, mais il pourrait y avoir un débat, il pourrait y avoir un doute, donc je préfère être clair, c'est pas de faire la guerre des frameworks et de dire regardez mon framework, il est meilleur que le vôtre. Les frameworks, c'est que des guides en fait, ça vous donne un ensemble de recettes de base qui peuvent vous aider à trouver un chemin. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Esker, hein, c'est qu'à un moment, l'ES, ça a été un déclic qui a permis de franchir une marche. Mais c'est pas non plus la solution à tous vos enjeux d'organisation. Et en fait, le seul moyen d'avancer, c'est de chercher ce qui va correspondre à votre contexte. Et sûrement que le contexte de Esker, il a ses spécificités qui font qu'on est allé vers ça. Donc, notre conseil numéro 1, au-delà de, on espère que ces retours d'expérience, ils ont pu vous intéresser sur certaines parties, c'est que l'essentiel, en fait, c'est de vous inspirer de ça et de mettre en œuvre dans votre contexte qui va marcher dans votre contexte. Et on est bien conscient que le nôtre est à sa singularité. Et merci à tout le monde pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Et si Esker continue à grossir, est-ce que l'ES va pouvoir continuer à s'appliquer ? Alors oui, mais pas que l'ES, justement, puisque on a commencé, nous, équipe plateforme déjà, côté équipe plateforme, on voit que Team Topologies peut nous amener d'autres solutions que l'ES ne propose pas. Donc, les principes de base de l'ES et l'énorme catalogue de pratiques et d'expérimentation qu'il faut faire nous servent encore. On n'a pas tout testé. Il y a encore des choses qu'on se dit, tiens, ça pourrait résoudre tel type de problème à tel endroit dans l'organisation.
Mais comme a dit Samuel, ça ne va pas répondre à tous les endroits. Mais ce qui est important, je pense, c'est qu'on peut continuer à grossir en gardant quand même les principes de simplicité, garder le client au centre et d'essayer de minimiser les adhérences et les dépendances inter-équipes. Et tant qu'on a ça en tête, je pense qu'on peut continuer à croître, effectivement. Je pense que c'est un modèle qui scale d'autant plus facilement qu'on ne va pas chercher à empiler des rôles et des types d'équipes différents, etc. On essaie de rester le plus simple possible. Alors, peut-être que quand on aura refait x2, on remettra tout ça en question, mais on se donnera rendez-vous ce jour-là et vous reviendrez à Gignon. En pratique, sur le schéma qui est en bas à droite, en fait, on commence à faire un modèle au-dessus qui est less huge, où on fait des areas, c'est-à-dire que le backlog est divisé en thématiques particulières avec chacun un PO pour cette thématique, piloté par un PO principal. Donc ça rajoute juste une petite couche de 2 niveaux de PO, mais on peut garder le même fonctionnement avec un backlog produit beaucoup plus important. Il y a une question là. Et il y a une autre là-bas. Il y en a 5 minutes. Donc vous avez choisi LESS, c'est très clair. Est-ce que vous avez toujours la... Safe, c'est quand même un mastodonte aujourd'hui. Vous avez toujours la tentation de Safe ou plus du tout ou quel est le... Enfin, c'est compliqué de demander ça, mais le critère numéro 1 qui vous a fait choisir LESS, vous avez certainement étudié plusieurs options. Alors, moi, j'ai pas choisi. Hein. J'ai Ouais, rejoint oui, une oui, entreprise. oui. J'ai rejoint une organisation qui le pratique. Ceci dit, j'étais bien conscient en même temps de où je mettais les pieds parce que, évidemment, je m'étais documenté. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'est un peu ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire que on garde vraiment ce rythme du sprint, c'est-à-dire qu'on ne crée pas d'autres échelles temporelles. Notre but collectif, il y a beau avoir, je sais pas, plus de 20 équipes de développement, si elles peuvent livrer au prochain sprint, elles vont le faire, quoi. Elles vont toujours se challenger pour comment je peux faire pour le faire en moins de sprints possible, et pas au prochain product increment. Donc ça me plaît, moi. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a cet aspect de simplicité, c'est-à-dire que, encore une fois, on n'empile pas d'autres rôles, d'autres coordinations. On reste le plus flat possible avec un centre de gravité de décision assez bas, quoi. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a inspiré dans l'approche. Et pour compléter la réponse, en fait, on n'a pas choisi le framework LESS. On a choisi de garder des expérimentations qui restaient pour nous basées sur les valeurs du manifeste agile. Et simplement, après, quand on regarde tout ce qu'on fait, effectivement, quasiment la majorité sont déjà proposées par LESS. Donc ça match assez bien. Aujourd'hui, c'est une facilité de dire les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, on les forme à LESS. Ça permet d'avoir une formation en 3 jours, disons, qui résume un peu l'ensemble des philosophies. Voilà. Mais ce n'était pas un choix de framework, c'était plutôt comment rester agile et être guidé par justement les principes de base et pas empiler. Passer à CF aujourd'hui, ça serait compliqué parce qu'il faudrait rajouter des couches de complexité, par exemple. C'est vraiment une organisation plus classique. On n'en a pas le besoin, non, de passer à CF. Je crois qu'il y a une question là-bas. Merci tout d'abord pour votre présentation là-dessus. Alors, moi, j'ai une question en termes de mise en œuvre, complexité et coût-délai. On est dans le triangle en question un petit peu. Entre un safe à mettre en place ou LESS, si on devait, aujourd'hui, vous aviez la possibilité de conseiller. Pour vous, qu'est-ce qui serait le plus, entre guillemets, il y aura un gain plus rapide à mettre en place, qui serait moins coûteux en termes humains, en termes de ressources, par rapport aux objectifs qu'une entreprise peut se fixer? Je peux tenter. Ma réponse, ça va être que je vais pas trop répondre à ta question, je pense. Je suis désolé. Je pense que il y a mon avis, c'est un langage vraiment commun, hein, c'est que je pense qu'il y a une étape à pas griller, c'est déjà d'être capable de comprendre et d'avoir un premier niveau de maîtrise de Scrum avant de se dire maintenant comment on le fait à 200, quoi. Et je pense que griller les étapes, c'est un peu risqué, quoi. Donc, moi, j'encouragerais de commencer relativement petit sur quelques équipes à pratiquer Scrum. Et d'ailleurs, de toute façon, si vous démarrez avec Scrum, c'est quelque chose qui peut scaler ensuite, que vous suiviez LESS,
Safe, Nexus ou quel que soit le framework derrière. Mais je pense que ça va être très difficile pour une équipe de découvrir ce que c'est de l'agilité, d'être capable de livrer de façon très fréquente, et puis toutes les pratiques qu'on peut mettre en place, et de en même temps être capable de synchroniser avec je ne sais combien d'autres équipes qui sont en train d'apprendre le même changement de culture de l'entreprise. Donc ça me semble un gros challenge. Je sais que LES, par exemple, propose des choses sur comment créer cette transformation et l'accompagner et la mettre en place. Et je pense qu'il y a un risque de le faire à marche forcée, quoi. Donc, je commencerai petit, moi. Une dernière question alors parce que... Ouais, on a fini. Question bonus. Eh ben, partons pour la question bonus. Donc là, vous montrez que vous avez pas mal grossi, on va dire, ces dernières années. Vous avez encore de la croissance à venir. Et au final, en fait, vous avez donc pas forcément splitté vos équipes produits. Du moins, vous avez toujours un produit et à l'intérieur, en fait, vous avez du scaling entre guillemets. Et avec LES, en fait, si je comprends bien, on partage vraiment tout le backlog sur le produit. Donc, ce qui fait qu'avec un scaling qui augmente, ça augmente potentiellement les risques de dépendance, les difficultés, on va dire, de cette partie sprint planning phase 1. Donc voilà, comment vous la vivez actuellement et comment vous la sentez à l'avenir, pour le coup. Oui, c'est celui-là. Tu veux tenter ? Là où ça se résout, en fait, c'est dans les PBR. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un produit qui s'appuie, il s'appuie tous sur la même plateforme, mais un produit donné qui a beaucoup d'équipes qui vont travailler sur des différentes parties, il faut qu'en amont, elles identifient justement les dépendances, comment elles peuvent les supprimer si possible ou les minimiser. Et principalement, souvent, c'est des dépendances techniques, donc en échange de personnes, des choses comme ça peut fonctionner. Mais le PBR, y compris multi-équipes, c'est-à-dire qu'on fait des PBR entre différents groupes AT Orange, là, parce qu'une équipe à côté peut avoir, enfin, une grosse équipe à côté peut avoir déjà implémenté des choses, est très important. Il faut garder ces instances où les équipes vont pouvoir planifier entre elles. Alors, c'est pas vraiment un planning ou un PI planning, c'est plutôt une discussion sur comment identifions justement les zones de fracture, les interfaces dont on peut avoir besoin, comment on s'organise pour travailler à plusieurs. Et c'est vachement lié aussi avec la loi de Conway, c'est-à-dire que, comme a dit Samuel, il faut peut-être plutôt partir de qu'est-ce qu'on veut comme en termes d'architecture, quitte à changer l'organisation en dessous, on se permet de réorganiser les sous-équipes pour que ça corresponde plus à ce qu'on veut d'un point de vue technique que l'inverse. Parce que sinon, l'inverse, c'est qu'effectivement, on va avoir un produit qui n'est pas forcément bien conçu, parce qu'il va être conçu en fonction de la structure d'interaction physique des équipes. Juste pour préciser, c'est vrai que ce qu'on pratique aussi, parce que tu posais la question du planning 1, ce qu'on pratique également, en fait, c'est plus proche de l'approche qui s'appelle Less Huge, où en fait, on va avoir plusieurs zones fonctionnelles, technico-fonctionnelles, on va dire, au sein de l'organisation, et de permettre que chacune de ces zones soit aussi autonome que possible. Donc, dit autrement, chaque fois que là, sur ce schéma, vous voyez écrit backlog, c'est que c'est un groupe qui va avoir un planning commun. Et donc, en fait, concrètement, là, des backlogs en compte 9, je crois. Et donc, c'est bien 9 planning one qui se basent chacun sur un backlog commun. Donc, on limite quand même le nombre d'équipes impliquées à chaque fois. Et donc, c'est en faisant ce redécoupage de zones fonctionnelles assez autonomes que ça marche. Et c'est aussi en regroupant, encore une fois, c'est toujours la même recette de base de l'agilité, en regroupant dans des équipes toutes les compétences qui font que l'équipe est autonome sur ce qu'elle a à livrer, quoi. Et c'est vrai que derrière, il va y avoir des fois des dépendances et des équipes qui se marchent sur les pieds dans les couches basses. Et ça, elles vont le résoudre ensuite lors des sprints, en discutant en rétrospective overall et aussi dans le travail des communautés de pratique. C'est ce qu'on veut aider à faire, c'est faire en sorte que, autant que possible, il y ait des pratiques communes qui fassent que on génère le moins possible de conflits à ce niveau-là. Et c'était la dernière question. On vous remercie encore beaucoup. Merci vous à avez tous. Moi, je suis végétarien, mais vous avez un rôti si vous voulez.